Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. On est ravis de vous accueillir ici dans cette belle salle de la tricoterie. Alors c'est à Bruxelles, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la tricoterie. C'est un endroit particulier, chargé de sens. C'est un laboratoire, une coopérative qui travaille sur l'économie sociale. C'est un creuset d'activités culturelles et citoyennes en tout genre. Et ça doit résonner agréablement aux oreilles de notre invité qui est de passage à Bruxelles et qu'on est très heureux de recevoir dans cette émission et que je vais vous présenter tout de suite. Notre invitée aujourd'hui, c'est Corinne Morel-Darleux. Bonjour Corinne et bienvenue. Bonjour, merci. Pour vous présenter en deux mots, je peux dire pour commencer par le plus récent que vous êtes l'auteur ou l'autrice d'un livre qui est sorti cette année, qui en est à son 7e tirage, si je ne me trompe pas, c'est pas mal, et qui s'intitule, le voici, « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Et le sous-titre, c'est « Réflexion sur l'effondrement ». C'est paru aux éditions Libertalia. Ça, c'est pour le plus récent. Pour le reste, je pourrais dire que vous êtes une femme politique française, une spécialiste des questions sociales et environnementales, que le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements sociaux qui secouent la France, et pas que la France d'ailleurs, ne vous laissent pas indifférente. Mais pour le reste, je voudrais que vous nous racontiez un peu votre parcours, pour commencer, ce qui en dira déjà pas mal à celles et ceux qui nous regardent. Alors effectivement, c'est un parcours qui est assez divers, puisque j'ai eu avant d'arriver à ce mandat politique que j'exerce aujourd'hui en tant qu'élue régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région qui est présidée par Laurent Wauquiez, donc avec un mandat, on va dire, qui est pas mal fait de confrontation de projets pour rester... Là, vous êtes vraiment dans l'opposition, pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc, y a un mandat politique, mais avant ça, en fait, j'ai fait des choses assez différentes. Puisque j'ai fait une thèse britannique, un PhD qui s'intéressait à la vision de la réussite chez les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de PME. Ensuite, j'ai eu une galerie d'art contemporain à Paris, mais j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années comme consultante auprès des grandes entreprises du CAC 40, où j'animais les séminaires de direction stratégique de Total Pétrochimie, de Sanofi Aventis, de Renault, etc., ce qui est un poste d'observation assez intéressant par ailleurs, et qui me sert encore aujourd'hui d'avoir vécu un peu ces grands groupes de l'intérieur. C'est ce qui s'appelle revenir de loin, quand même. Oui, tout à fait. Et puis justement, parce que je me sentais quand même assez loin de pas mal des préoccupations qui m'agitaient à l'époque, c'est un travail que j'ai quitté pour aller m'occuper des écoles de la mairie des Lilas en Seine-Saint-Denis, dans la fonction publique territoriale, donc avec évidemment un choc culturel qui consiste à passer des tours de la Défense aux questions de cantines, de centres de loisirs et de problèmes de bâtiments des écoles en Seine-Saint-Denis. Et puis vous avez fait de la politique aussi. Et ensuite, effectivement, j'ai fait de la politique. Ça a à peu près correspondu au moment où j'ai quitté Paris pour aller m'installer dans la Drôme, donc un changement aussi d'univers qui n'est pas anodin dans mon parcours, de m'installer dans un milieu plus rural, au milieu des montagnes, de redécouvrir aussi un lien justement aux écosystèmes, aux saisons, aux paysages. Et ça a correspondu à peu près à mon engagement militant, politique, puisque c'était le moment où se créait le parti de gauche en France et que j'ai rejoint dès le début en fait, de l'aventure pour développer le secteur écologie, dont j'ai été en charge pendant 10 années. En tant que membre de la direction nationale du parti que j'ai quitté il y a maintenant 1 an. Je reviens à votre livre, « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ». Il est composé de 33 réflexions en petits chapitres sur l'effondrement qui vient, comme vous l'écrivez, sur la fragilité du monde terrestre et sur ce qu'on peut faire pour éviter ce naufrage de l'humanité tout entière qui nous menace. Alors, commençons par le constat que vous faites et cette hypothèse de l'effondrement. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme qu'on entend beaucoup ? Alors, c'est vrai que c'est un terme dont on entend de plus en plus parler et qui, du coup, recouvre plein de choses assez différentes les unes des autres. Moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une climatologue, je ne suis pas une éthologue, je suis avant tout une militante et une militante écosocialiste. Donc moi, ce qui m'intéresse ou ce qui m'inquiète dans cette perspective d'effondrement, c'est aussi beaucoup sa dimension politique. C'est-à-dire que concrètement, on a vu depuis des mois émerger notamment ce qu'on appelle la collapsologie, avec les écrits de Pablo Servigne et de ses co-auteurs, mais aussi d'autres auteurs,
qui a provoqué une forte accélération de la prise de conscience sur, non pas d'ailleurs tant un effondrement à venir que des catastrophes déjà en cours, notamment sur les questions de climat, d'extinction de la biodiversité. Et du coup, ça crée beaucoup d'émotions individuelles chez pas mal d'individus qui n'ont pas forcément la colonne vertébrale idéologique et les munitions politiques qui leur permettent de transformer ces émotions individuelles en actions collectives. Et donc moi, ce qui m'intéresse là, en termes de tâches militantes politiques ou citoyennes, enfin peu importe comment on les appelle, c'est de savoir comment on fait pour justement politiser la collapsologie et qu'est-ce qu'on apporte comme réponse collective à cette dégradation des conditions de vie en fait sur la planète qui sont en train de se dégrader de manière très forte, de plus en plus rapide et de plus en plus critique. Quand on parle de risque d'effondrement, c'est-à-dire vraiment au sens de risque d'effondrement civilisationnel, donc quelque chose de systémique, de brutal et à l'échelle planétaire, il y a plusieurs facteurs de risque en fait qu'on peut étudier. On parle souvent du climat et de la biodiversité parce que c'est ceux qui ont pris une longueur d'avance, hélas, et qui sont probablement les plus irréversibles, mais les économistes, enfin certains économistes en tout cas, pointent de plus en plus le risque d'une nouvelle crise financière, parce qu'on est à nouveau dans une nouvelle bulle spéculative qui pourrait nous conduire à une nouvelle forme de crise comme on l'a connue en 2008, voire plus intense et plus grave que celle de 2008. Mais voilà, moi je m'intéresse surtout aux questions de climat et de biodiversité. Et sur la question climatique notamment, on a déjà franchi effectivement un certain nombre de seuils. C'est le cas aussi, pas seulement sur le climat, mais sur les questions de pollution, de dégradation des sols, de cycle de l'azote. Voilà, il y a énormément en fait de facteurs qui sont en train de clignoter dans tous les sens et d'envoyer des signaux d'alerte sur l'état géophysique, en fait, tout simplement, de la planète et sur le fait qu'on est en train de puiser, d'aller, enfin même puiser est plus le bon mot, je sais plus quel mot il faut utiliser, on est en train d'aller racler là le fond de ce qui est possible de faire en matière d'extraction des ressources naturelles, en matière de génération de pollution, de gaz à effet de serre. Et tout ça est en train de nous amener à ce qu'on appelle des points de bascule, des phénomènes d'emballement climatique, des limites et des seuils de rupture qui sont autant de moments où en fait les experts scientifiques justement nous disent, voilà, nous au-delà de ces seuils-là, on ne sait pas modéliser en fait ce qui se passe. On risque de rentrer en terre inconnue. C'est le cas sur, je parlais des phénomènes d'emballement climatique. Oui, des réactions en chaîne, un effet domino. Ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positive. L'exemple qu'on donne souvent, que je trouve très illustratif, c'est la fonte du permafrost ou le pergélisol. C'est ce sol qui, jusqu'ici, était gelé en permanence toute l'année dans la toundra et les grandes steppes, et qui commence maintenant, à certaines périodes de l'année, à fondre. Et en fondant, il libère tout un tas de choses qui étaient contenues dans le sol, des virus, des bactéries, dont on n'a pas non plus encore concrètement conscience de tout ce que ça va provoquer, mais aussi du méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, plus puissant que le dioxyde de carbone, qui à son tour, une fois libéré dans l'atmosphère, va accélérer le réchauffement climatique, qui à son tour va accélérer la fonte de ce permafrost, etc. Et on voit comment on peut rentrer dans des phénomènes qui ne sont pas du tout des phénomènes linéaires, mais des phénomènes qui peuvent devenir exponentiels. Et on sait que chaque dixième de degré supplémentaire a des impacts pires que le précédent. Et donc, on a là, effectivement, un moment où l'alerte doit être lancée de la manière la plus forte possible et sans crainte, justement, d'alerter, puisque c'est précisément tout le propos. Alors, malgré ce constat assez accablant et les appels pressants du monde scientifique dont on vient de parler, on entend quand même encore beaucoup certaines voix qui disent ouais, mais que tout ça est exagéré, qu'il ne faut pas fantasmer la catastrophe, que le réchauffement climatique, c'est peut-être aussi un énième cycle naturel, et puis que de toute façon, la science et l'intelligence humaine parviendront bien à régler tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument ? C'est vrai qu'on a encore un fond de ce qu'on appelle le climato-scepticisme
scepticisme qui en réalité est relativement vivace si on regarde à l'échelle internationale. Le fait d'avoir des nouveaux présidents comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro au Brésil, évidemment, n'aide pas du tout sur ces questions-là. Du coup, on a des remises en cause régulières. On pensait être derrière nous, enfin, on pensait les avoir enterrés avec Claude Allègre en France notamment. Malheureusement, ça revient aujourd'hui. C'est d'autant plus étonnant qu'aujourd'hui, la documentation scientifique, elle existe, elle est abondante, et qu'il y a un véritable consensus autour de ça qui est documenté, chiffre à l'appui. Donc on est là face à des comportements qui sont vraiment des comportements de mauvaise foi, et de mauvaise foi idéologique, qui sont guidés par vraiment des comportements dogmatiques et la défense d'intérêts économiques, de manière très claire. C'est-à-dire qu'on a là des personnes qui, pour la plupart, sont en défense d'un système économique qu'ils n'ont pas envie de voir changer, qui est le capitalisme, qui est le productivisme, qui est le consumérisme, enfin en gros le système d'organisation de la production tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui est précisément fautif, en tout cas de l'accélération de la dégradation de la situation. Et donc reconnaître ce lien de causalité, c'est aussi mettre en cause le système capitaliste tel qu'il fonctionne. Et donc, il est évident qu'un Donald Trump qui a construit toute sa fortune et toute sa carrière politique sur justement les rouages capitalistes ne peut pas lui-même reconnaître le tort de ce système. Mmh. Donc, on est vraiment dans du déni qui est un déni presque d'intérêt de classe, quoi. Parlons un peu solution, perspective. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous vous situez entre ceux qui ne veulent rien faire ou qui disent qu'on ne peut rien faire, et ceux qui appellent à la frugalité, à la simplicité volontaire, au repli sur de petits îlots de résistance où on vit autrement? Comment vous vous situez par rapport à ça? Moi, je me situe aujourd'hui vraiment dans ce que j'appelle l'archipélisation de ces îlots de résistance. C'est-à-dire que je pense que pendant très longtemps, et c'est aussi un héritage d'un certain nombre de conquêtes sociales et d'une tradition de la gauche ouvrière qu'il ne s'agit pas du tout de renier, mais simplement de réactualiser au prisme du monde qui a quand même un peu évolué ces derniers temps. On a été pendant très longtemps dans une vision continentale, au sens où Édouard Glissant utilise ces termes de continent et d'archipel ou de rhizome, dans une vision continentale donc, qui consistait à se dire, voilà, on a des revendications, on va établir un rapport de force en étant le plus nombreux possible dans la même organisation syndicale ou partidaire, ou dans le même lieu, dans le cas des manifestations ou des grèves, par exemple, pour établir un rapport de force qui oblige nos interlocuteurs, généralement le gouvernement, les pouvoirs publics, à entendre ces revendications et donc à les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, en fait, on commence à toucher aux limites, en fait, de cette vision continentale et de cette vision du rapport de force. C'est-à-dire que concrètement, on voit qu'aujourd'hui, même en étant très nombreux dans la rue, même en étant très nombreux à signer des pétitions, à marcher, à manifester, ça ne provoque pas en face, de la part des gouvernements ou des pouvoirs publics, et encore moins des grands pouvoirs médiatiques ou économiques, ça ne provoque pas de sursaut. Et la seule chose que ça provoque, finalement, ce qu'on voit en ce moment en France, c'est de la répression policière, de la répression judiciaire, et un durcissement. Et du coup, des lois qui, sous couvert d'état d'urgence, vont limiter justement le droit à manifester et donc à établir ce rapport de force. Donc, on est obligé d'inventer ou de réinventer ou de renforcer d'autres modes d'action. Et dans ces différents modes d'action, il y a un panel qui est très large en réalité. Et beaucoup de choses qui existent déjà. Donc il y a effectivement des communautés alternatives qui essayent justement de s'extraire du système et d'inventer d'autres manières de vivre ensemble, de coopérer, de cultiver, d'être autonome, résilient, etc. dans des petits villages, des petites communautés qui sont d'ailleurs généralement plus ouverts
qu'on ne le pense, est plus impliqué dans la vie locale, y compris d'un point de vue politique, qu'on ne le suppose. Et je pense que c'est important, parce que c'est aussi des lieux d'expérimentation de ce à quoi pourrait ressembler justement une société différente. Donc c'est important. Et puis on a aussi des îlots de résistance qui vont être davantage vraiment dans la lutte sociale, y compris dans la confrontation, dans la désobéissance civile, dans des actions illégales, voire dans de la dégradation de certaines infrastructures matérielles. On l'a vu cette année avec les Gilets jaunes. Mais ces îlots-là, ils se sont multipliés. Et ils se sont multipliés avec des cultures politiques et des quotidiens qui sont très différents les uns des autres. Si je reprends la question de ces lieux d'expérimentation, entre les réseaux des oasis, par exemple des colibris et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on voit bien qu'on est sur des cultures complètement différentes, mais avec des lieux d'expérimentation qui existent et qui essayent de construire autre chose. Mais vous soulignez quand même dans votre livre que par rapport à un système aussi frontal, arrogant que celui dans lequel on vit, ça ne suffira pas. Alors, c'est clair que ça ne suffira pas. Mais, et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que plutôt que d'essayer de faire rentrer toutes ces actions dans les mêmes cases. On le voit en ce moment dans le mouvement climat où il y a plein de groupes, de collectifs différents, de Alternatiba à Extinction Rebellion, en passant par des groupes plus autonomes, plus clandestins parfois. On n'arrivera pas à faire rentrer ces gens-là dans les mêmes cases, à être sur les mêmes actions, le même jour, selon les mêmes modes opératoires. Par contre, ce dont on a besoin, c'est justement de cette archipélisation. C'est-à-dire que tous ces îlots de résistance fonctionnent au moins sur des principes de coordination minimale et de principes de solidarité entre eux, avec des objectifs et des stratégies à long terme qui puissent être communes. Et je pense que ce n'est pas impossible. Il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas de raccourci en politique. Donc on a besoin de toute cette diversité d'actions, d'être à la fois dans de la résistance, y compris dans de la résistance active, conflictuelle, clivante, mais on a aussi besoin d'être dans la construction d'alternatives. On a besoin d'être dans de l'occupation, du blocage, du sabotage de chantiers pour empêcher le fait de bétonner de nouvelles terres agricoles. Comme on a aussi besoin de permaculture et de nouvelles manières justement de cultiver ces terres agricoles pour gagner en autonomie alimentaire, en capacité de résilience face à la multiplication des aléas climatiques. Donc voilà, on a besoin de toute la palette en réalité aujourd'hui et même toute la palette, ce ne sera pas de trop par rapport à l'immensité du chantier qui nous attend. Vous appelez aussi à des évolutions individuelles. Vous proposez par exemple dans votre livre, dans vos réflexions, 3 lignes de conduite sur lesquelles je voudrais bien qu'on s'arrête un moment, 3 principes politiques et éthiques aussi, pour commencer à changer soi-même de mode de vie. Vous parlez de 3 notions qui sont le refus de parvenir, la décision de cesser de nuire et la dignité du présent. Je voudrais que vous disiez 2 mots de ça. Oui, alors c'est effectivement vraiment les 3 notions qui servent de fil rouge à mon livre et que j'aborde, enfin que j'essaye en tout cas d'aborder vraiment justement de manière pas trop théorique, mais en m'appuyant sur des figures qui incarnent des récits, des trajectoires. Le livre s'ouvre notamment sur la figure de Bernard Moitessier, qui est un navigateur, et qui, pour moi, est une formidable illustration du refus de parvenir, puisque Bernard Moitessier, donc en 1969, était en passe de remporter la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure. Et à quelques encablures de la victoire, il se rapproche d'un cargo, il prend son lance-pierre, il envoie un message sur le pont du cargo, dans lequel il explique qu'en fait, il ne va pas franchir la ligne d'arrivée, qu'il renonce à cette victoire, et il dit parce qu'il est heureux en mer, et peut-être pour sauver son âme. Et il va de fait changer de cap, aller vers le Pacifique, où il va s'installer à Papeete, où il va avoir justement un engagement militant de défense de l'environnement contre les essais nucléaires dans le Pacifique, contre la bétonisation du port où il a trouvé refuge. Il va écrire à l'ensemble des maires de France pour les inciter à planter des arbres fruitiers dans leur commune. Et du coup, il va revenir sur ce choix,
sur ce refus de parvenir en l'expliquant avec des mots par ailleurs assez durs. Enfin, si on les utilisait aujourd'hui, on se ferait taxer encore d'être trop violent probablement dans nos termes. Mais du coup, avec une critique assez féroce de la société de compétition, de la société de la finance, de la marchandisation, de tout, y compris du vivant. Et donc, je trouve que voilà, c'est très contemporain et c'était une manière pour moi d'introduire cette idée du refus de parvenir, qui est une notion qui a été beaucoup étudiée dans les milieux libertaires et que j'avais envie d'élargir, en fait, parce qu'elle me semble aujourd'hui presque subversive, tellement elle est à contre-courant, en fait, de tout le discours ambiant qu'on entend sur justement cette société de la compétition, du mérite, où il faut absolument réussir, et où cette notion de réussite finalement passe principalement par des critères sociaux, des normes sociales qui correspondent finalement beaucoup à de l'accumulation matérielle. C'est-à-dire que en fait, vous avez réussi, comme disait l'autre, quand vous avez une Rolex, quand voilà, vous accumulez des possessions matérielles. Et ça a un double impact. Un impact social, naturellement, qui est qu'en fait, on passe à longueur de journaux, d'émissions de télé, de phénomènes de mode et de publicité. On donne à voir un mode de vie qui, en réalité, n'est accessible qu'à une toute petite poignée de gens très riches et qui génère un sentiment de frustration sociale parmi la grande majorité de la population et qui est en plus même carrément franchement indécente par rapport aux populations les plus précaires. Donc, impact social et puis évidemment un impact environnemental, parce que ce mode de vie-là, en réalité, il est totalement insoutenable parce que toutes ces marchandises, il faut bien les produire. Alors quand c'est pas des Rolex, c'est le pis-aller qu'on va vendre justement à tous ceux qui voudraient pouvoir s'acheter une Rolex mais qui n'ont pas les moyens. Et c'est cette espèce de cycle infernal qu'on connaît de la mondialisation, où on va produire à l'autre bout de la planète dans des conditions de travail absolument scandaleuses des gadgets en plastique qui vont ensuite faire le tour du monde avec tout ce que ça génère d'émissions justement de gaz à effet de serre et de pollution avant d'atterrir dans des magasins où ils vont être vendus à bas prix, mais pour durer finalement assez peu de temps aussi, tout ça étant alimenté par la mode, la publicité, l'obsolescence programmée. Donc voilà, le refus de parvenir, en fait, il regroupe tout ça, et c'est surtout une manière à un moment donné de dire, de retrouver de la puissance d'agir au niveau individuel. De dire, voilà, on n'est pas obligé, en fait, de se soumettre du coup à cette injonction, à cette norme sociale de la réussite. Et il y a plein d'autres manières en fait de réussir à partir de critères qui nous soient propres. Et donc c'est une première étape du refus et de réapprendre à dire non à des choses qui sont présentées comme étant des cadeaux et qui sont en réalité bien souvent, comme je le dis, des colis piégés du système. Et puis après, il y a la deuxième nécessité que vous soulignez dans le livre, qui est la nécessité d'arrêter de nuire. Oui, cette idée de cesser de nuire, pour moi, ça devrait même être une espèce de socle minimum, en fait, qui est presque de l'ordre de la ligne de conduite, qui peut paraître très simple et anodine et qui, en réalité, a des implications absolument faramineuses. Parce que si on commence à réfléchir à la manière dont la société est organisée, pas seulement en termes de comportement individuel, mais aussi d'organisation de la société, et qu'on prend comme schéma directeur cette idée de cesser de nuire, que ce soit au monde vivant dans son intégralité, ou que ce soit justement aux plus précaires, aux pays du Sud, à son voisin, aux paysans du coin, etc., ça a des implications qui vont chercher très loin. Et donc c'est plutôt une invitation à s'interroger, en fait, et à avoir cette réflexion un peu sous-jacente en permanence dans les réflexions qu'on a, qu'elles soient au niveau individuel ou au niveau collectif, et de manière plus large politique. Et alors reste le troisième axiome, la dignité du présent. Ça, c'est peut-être un petit peu plus complexe. La dignité du présent, c'est quoi ?
Alors, la dignité du présent, pour le coup, dans mon livre, je l'introduis en prenant appui sur un autre personnage qui, celui-là, est fictif, qui est le personnage principal d'un roman de Romain Gary qui s'appelle « Les racines du ciel », qui est souvent cité comme un des premiers romans écolos. Alors, je ne sais pas si c'est le premier roman écolo, en tout cas c'est un chef-d'œuvre de la littérature, ça c'est certain. Et dans « Les racines du ciel », on suit ce personnage qui s'appelle Morel, qui est un peu une espèce de figure de loser, qui mène un combat un peu vain et perdu d'avance, qui est la sauvegarde des derniers grands troupeaux d'éléphants sauvages dans ce qui est encore l'Afrique équatoriale française. Et donc on suit ce gars Morel là qui va de groupe en groupe avec sa pétition sous le bras, qui essaye de la faire signer, qui se fait un peu moqué de tout le monde, et qui va avoir lui-même tout un parcours de radicalisation politique. Il va finir par prendre le maquis pour lutter directement contre les braconniers en fait, qui massacrent ces éléphants. Et j'avais envie de lui rendre hommage, et de rendre hommage par son biais à tous ceux qu'on appelle les beautiful losers, et à une partie du mouvement punk, et de cette beautiful lose en inversant aussi du coup la question, la figure du héros moderne. Là, c'est pareil, c'est une question aussi d'essayer d'inverser un peu la hiérarchie de la norme sociale. Et surtout, du coup, je prends appui sur le combat de Morel dans Les racines du ciel pour rappeler qu'en matière d'engagement politique et de combat militant, il y a énormément de luttes en réalité qu'on mène, pas parce qu'on est sûr de les gagner à la fin, pas dans une perspective utilitariste de gain futur ou de victoire future, mais avant tout parce que ces combats-là nous semblent justes. Et c'est cette notion de combat juste, en fait, que je mets derrière la dignité du présent. C'est-à-dire, en opposition aux victoires futures, il n'y a pas que les victoires futures, il y a aussi cette dignité du présent. Je pense que c'est en réalité un ressort très important de l'engagement militant, de l'engagement politique. Et je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur ce risque d'effondrement, ces perspectives assez sombres, c'est important de le rappeler. Et c'est important de le rappeler et de dire que même dans un monde qui nous semble tourné à l'envers, qui nous donne quand même l'impression de sombrer de plus en plus, y compris d'un point de vue culturel, parce que j'aborde aussi cette question du dévissage culturel généralisé là, auquel on est en train d'assister, et même avec des perspectives sombres d'avenir, c'est pas une raison suffisante en fait pour abandonner ces combats, parce que justement il y a la dignité du présent, et parce que qu'on gagne ou qu'on perde à la fin, on a une obligation de perdre ou de gagner de belle manière, avec panache. Avec panache. On est quand même là dans des choix en grande partie individuels, dans un cheminement personnel auquel vous appelez. Est-ce que les comportements individuels suffiront ? Non, les comportements individuels ne suffiront pas, de toute évidence. C'est d'ailleurs aujourd'hui documenté, parce qu'il y a une étude d'un institut qui s'appelle Carbone 4 qui est sortie et qui a fait une estimation qui confirme que même si, par je ne sais quel miracle par ailleurs, parce qu'on en est très loin aujourd'hui, si toute la population devenait extrêmement exemplaire d'un point de vue de ses comportements justement du quotidien, se mettait à prendre le vélo pour les trajets les plus courts, arrêtait de prendre l'avion, trier ses déchets, devenait végétarienne, etc., etc. On serait à peu près à un quart de l'effort à faire en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le reste, les 75% restants, dépendant de mesures gouvernementales, des pouvoirs publics et des entreprises, des multinationales, concrètement. On ne parle pas des PME ou des petits commerces du coin. Donc, non seulement on le pressentait intuitivement, mais en plus maintenant on en a la confirmation. Pour autant, moi, très honnêtement, aujourd'hui, 25% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, je crache pas dessus. Alors, naturellement, on ne sera pas à 25% d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que si on veut être lucide jusqu'au bout, il faut quand même se rappeler qu'on a certes
les marches pour le climat, le mouvement de la jeunesse, tout ce qui est en train d'émerger autour de ces questions-là. Mais on continue aussi à battre les records de vente de SUV. On continue à avoir des perspectives de croissance du trafic aérien qui battent là aussi tous les records. Et le produit le plus cher aujourd'hui à l'échelle planétaire reste la corne de rhinocéros. Donc on est encore très loin quand même d'avoir gagné un mouvement de masse populaire planétaire sur ces questions de climat et de biodiversité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'exonère de nos responsabilités individuelles. Ce n'est pas parce que ça ne suffira pas qu'il ne faut pas le faire et qu'il n'y a pas une éthique minimale, justement, du geste individuel et du comportement au quotidien pour ceux sur lesquels on a la possibilité de l'alternative et de faire ce choix-là. C'est-à-dire qu'en fonction de vos conditions matérielles d'existence ou de l'endroit où vous vivez, voilà, il y a tout un tas de situations dans lesquelles, en réalité, on n'a pas cette possibilité-là. Je parlais tout à l'heure de faire des trajets en vélo. Voilà, quand vous habitez dans certaines zones rurales, à la montagne, etc., où il n'y a pas de pistes cyclables, et puis je ne parle même pas des transports en commun alternatifs avec le nombre de coins où il n'y a pas de voies ferrées, par exemple. Voilà, on n'a pas toujours ces possibilités-là, de la même manière que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de changer sa diesel ou de rénover son logement. Enfin, voilà. Il faut se rappeler qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que chacun ne doit pas, comme on dit, faire sa part. Mais par contre, en étant très lucide sur les objectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tenir un discours qui consiste à pointer du doigt les citoyens et les consommateurs en leur disant que chacun fasse sa part et le problème sera résolu, non seulement c'est mensonger, mais en plus c'est une manière de masquer les véritables responsabilités des pouvoirs politiques et économiques aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Comment est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui survivent tout juste ou qui sont dans la précarité ou dans la misère qu'il faut vivre avec moins et se préoccuper de l'avenir de l'humanité? Comment est-ce qu'on transforme les difficultés personnelles, individuelles, en force d'action collective? D'abord, la première chose que j'ai envie de répondre, c'est qu'on ne leur dit pas ça, quoi. C'est-à-dire que concrètement, quand on parle d'écologie sociale, d'écologie populaire, d'écosocialisme, voilà, de toutes ces thématiques-là, ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'effort, il doit d'abord peser sur justement ceux qui non seulement en ont les moyens, mais qui en plus sont généralement les plus responsables de la situation catastrophique dans laquelle on est, et que c'est là que ça doit commencer. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui s'est passé à l'origine justement du mouvement des Gilets jaunes, où ça a été très peu souligné, mais Emmanuel Macron, au moment où il annonce la taxe carbone, un mois avant, était en train de faire du jet ski dans une réserve protégée près du fort de Brégançon pour ses vacances estivales. Donc tant qu'on n'aura pas d'abord une forme d'exemplarité et que l'effort ne viendra pas justement de ceux qui peuvent se permettre de réduire leur consommation, de changer leur mode de vie, qui ont la possibilité de le faire, la décence voudrait qu'on s'abstienne de demander aux plus précaires de faire des efforts supplémentaires, eux qui ont déjà effectivement des difficultés à vivre décemment. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous embarqués aussi dans cette question-là, même si c'est de manière du coup très différente. Et en tout cas, je crois qu'il y a aujourd'hui j'hésite en fait à utiliser le terme de prise de conscience parce qu'il y a toujours un côté, je trouve un peu méprisant à parler de prise de conscience, comme si tout d'un coup il y avait des gens qui se réveillaient. Donc c'est davantage qu'une prise de conscience, mais c'est peut-être une manière plus affûtée de saisir certaines questions, que ce soit les questions sociales, démocratiques ou environnementales. On évoque là la question des Gilets jaunes, qui évidemment a été la grosse évidence de cette année, mais c'est le cas aussi beaucoup dans les quartiers populaires, qui sont quand même été les premiers à avoir conscience, et pour cause, des questions notamment de violences policières, de difficultés, on va dire, démocratiques, et de la question de l'état de droit, etc. Et toutes ces questions-là sont en train
de converger, de s'agglutiner en fait et de faire système dans une culture de résistance qui peut devenir une culture de résistance commune, je pense, à la fois sur ces questions d'urgence climatique, de biodiversité, mais aussi de questions sociales, de remise en cause de cette violence légitime de l'État, etc. Et du coup, toute la question, c'est effectivement de comment on fait des difficultés individuelles une force collective. C'est la définition même de l'émancipation. Et pour moi, la définition même des luttes sociales et du combat politique. Comme je le dis souvent, justement, à tous ces nouveaux venus, là, on a des bataillons entiers de militants, souvent de jeunes gens qui arrivent sur les questions climatiques et qui, d'une certaine manière, ont découvert la collapsologie avant de découvrir l'écologie politique. Et comme je leur dis souvent, la meilleure consolation, c'est l'action. C'est-à-dire que le meilleur moyen de sortir justement soit de la sidération, soit d'un truc, d'un sentiment d'oppression quand on est victime de domination de classe sociale, etc. Le meilleur moyen, c'est effectivement de passer à l'action et pour ça, de faire corps avec d'autres et de rentrer dans des processus collectifs. Après, on a quand même beaucoup peiné sur ces questions-là du fait de la désaffection, on va dire, pour rester gentil, vis-à-vis des partis et des syndicats. Du coup, il faut aussi inventer d'autres manières d'agir collectivement qui puissent passer par d'autres biais pour tous ceux, justement, qui aujourd'hui n'ont pas envie d'aller vers les partis et les syndicats. Et donc, c'est un peu tous les collectifs, justement, qu'on voit émerger sur toutes ces questions-là, violence policière, gilets jaunes, quartier populaire, climat, biodiversité. Et je crois qu'il faut respecter cette diversité-là, en fait. Elle est importante pour que chacun trouve sa place et que, justement, le militantisme ne devienne pas quelque chose de sacrificiel, ce qui est quand même pire que tout. Avec une nécessité que vous soulignez à plusieurs reprises dans votre livre, c'est celle d'unir des luttes qu'on a par le passé souvent scindées, c'est les luttes sociales et les luttes environnementales. En fait, opposer les questions d'emploi et les questions d'environnement, opposer les questions industrielles, sociales et les questions de pollution et environnementale, en réalité est totalement contre-productif. Quand on a une analyse poussée, une analyse radicale, au sens vraiment d'aller à la racine des causes, en réalité, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour assez rapidement se rendre compte qu'on a les mêmes rouages et les mêmes rapports de domination sur les travailleurs et sur justement les écosystèmes. Et que voilà, tout ça alimente le même système, la même organisation de la production, le même système capitaliste, etc. Et que donc il y a tout intérêt à unir nos forces et à opposer une réponse systémique qui prenne en compte à la fois les questions sociales et les questions environnementales. C'est le principe de base en fait de l'écosocialisme, hein, très, très concrètement. C'est quelque chose qui a été assez compliqué à porter, qui était compliqué à porter il y a quelques années. Et aujourd'hui, plus personne... Enfin, si, il y a encore plein de personnes qui ont des difficultés à le dire, mais en tout cas, on est de plus en plus nombreux à pouvoir affirmer que l'écologie est incompatible avec le capitalisme et à développer cette idée-là et à la transcrire de manière concrète sans être pris pour des fous furieux, quoi. Donc on a quand même, je trouve, une progression sur ces questions-là qui est assez intéressante et qui est surtout totalement essentielle pour la suite des choses, quoi. Alors précisément pour la suite des choses, vous appelez aussi dans le livre à la construction d'un nouveau récit, d'un nouvel imaginaire, on peut peut-être appeler ça aussi une nouvelle utopie, cette espèce de lanterne, d'idéal qu'on peut poursuivre. Vous dites qu'il nous faut inventer un avenir qui donne envie. De quoi serait-il fait, cet avenir qui donne envie ? J'aimerais bien le savoir. Moi j'aimerais bien, moi-même, à titre personnel, qu'on me donne à voir un avenir qui donne envie. Je dois dire que je ne suis pas très optimiste, hein, à la fois sur l'état du monde actuel et sur la suite des événements. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que moi, je suis absolument convaincue qu'au-delà justement des revendications sociales et environnementales, on
on a quand même un gros manque d'idéaux, quoi. C'est-à-dire qu'on manque d'horizons, on manque effectivement de grandes utopies modernes, on manque de récits qui donnent à voir d'autres formes de société possibles. Et on a besoin d'un petit peu de rêve, on n'en a peut-être même jamais eu autant besoin. Et ça ne veut pas dire abandonner la lutte sociale ou être déconnecté du réel. Ça veut dire juste reconnaître qu'on est certes des politiques, on est certes des militants, on est certes tous plongés là dans du chaos, mais on est surtout tous avant tout humains. Et je crois que c'est le bon moment pour s'en rappeler et pour s'autoriser à l'être humain. Mais ce qui est frappant, c'est que dans cette réflexion qui appelle au décadrage, comme vous dites, vous ne perdez pas pour autant de vue la nécessité d'un projet politique clair, ancré dans le réel. Et ça, vous le défendez aussi ardemment dans le livre, et c'est ce que vous appelez l'écosocialisme. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut effectivement... Enfin, un projet politique, en réalité, pour moi, il a toujours eu besoin de se nourrir à la fois du réel et de l'imaginaire, de la même manière que l'engagement politique, il a besoin d'aller-retour et de va-et-vient entre de l'activisme de terrain, les deux pieds dans la boue et les mains dans le cambouis, mais aussi de moments plus d'isolement, de solitude, de réflexion, de lecture, de théorie et d'un peu d'introspection. On a besoin de ces allers-retours-là. Et je crois même que faire l'impasse sur l'un des deux est très mauvais. On le voit bien quand il s'agit de faire l'impasse sur le terrain. C'est les intellos de salon, toutes ces postures surplombantes qu'on arrive assez facilement à critiquer généralement dans les réseaux militants. Mais l'inverse est vrai. Être en permanence sur de l'activisme de terrain sans prendre ces temps-là de lecture, de réflexion, d'échange théorique, je pense qu'en réalité, c'est une erreur également. Et donc, le projet politique, il a besoin de se nourrir des deux. Et c'est le cas aussi, effectivement, de l'écosocialisme, qui a besoin de continuer à se nourrir, ne serait-ce que des mutations du monde qui nous entoure, parce qu'il y a des choses qu'on pouvait affirmer il y a 10 ans, qui sont plus difficiles à affirmer aujourd'hui, notamment sur, par exemple, la nécessité de planifier des choses sur le long terme. Des scénarios de transition sur 30 ans aujourd'hui, quand même des membres éminents des Nations Unies nous expliquent qu'on a quelques années pour limiter les dégâts et pas rentrer dans cette zone de terra incognita d'un point de vue du climat, et encore moins en ce qui concerne l'extinction de la biodiversité, moi, très honnêtement, je ne me sens pas de continuer à dire on va se faire des scénarios de transition sur 30 ans, où on va augmenter un peu par-ci les énergies renouvelables, baisser un peu par-ci la consommation d'énergie, puis voilà, bon an, mal an, on va s'y retrouver. Je crois que ce n'est plus du tout à la hauteur. Et donc, on a besoin de renouveler en permanence le contenu de ce projet, même si le projet en tant qu'horizon, lui, pour moi, reste un invariant. C'est justement ce qui sert de cap et de repère. Mais ce qu'on met dedans en termes de programme politique doit absolument se laisser percuter par le réel. Et le réel, ce n'est pas uniquement la question des luttes sociales. Le réel, c'est aussi la situation géophysique de la biosphère. Et je crois que là, on a un petit hiatus encore dans le milieu politique entre un verdissement sincère du discours, sincère pour, je parle des camarades, un verdissement sincère du discours, mais qui reste un peu bloqué au cerveau. Un truc d'information factuelle qui n'est pas encore venu percuter les tripes, les veines et les poings de manière presque sensorielle. Et qui ne répond pas à l'urgence. Et qui, du coup, n'est pas à la hauteur de l'urgence et de la gravité. Ouais. On va quand même profiter de votre présence ici à Bruxelles pour vous demander un éclairage sur l'actualité de ce qui se passe en France, bien sûr. C'est toujours un peu déformé, même si on suit ça d'assez près. 1 an de mobilisation des Gilets jaunes, plus d'1 an de mobilisation des écoliers et des étudiants pour le climat. Quel regard portez-vous sur ces deux mouvements ? Alors moi, j'ai une vision qui est aussi probablement déformée et un peu biaisée, parce que je regarde ça de là où je suis, de là où je vis, de là où je milite, des réseaux dans lesquels je suis. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que, en ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes, il est d'abord toujours bien présent.
Et il existe toujours, même s'il est probablement très différent de ce qu'il était il y a un an, au moment de son émergence. C'est un mouvement qui s'est considérablement homogénéisé d'un point de vue politique et qui s'est structuré dans ses revendications et qui a beaucoup mûri, je trouve, d'un point de vue politique. Et voilà, ça c'est une appréciation personnelle, mais pour ce qui me concerne, pour le mieux, j'ai envie de dire. Et je trouve qu'il y a notamment là un tournant et une convergence qui est en train de se faire sur la question du municipalisme avec ce qu'on appelle les assemblées des assemblées. La prochaine va avoir lieu à Commercy sur ce thème justement du municipalisme et on va rentrer dans la période des élections municipales en France. Et je trouve ça assez chouette en fait que justement on puisse avoir à un moment donné cette espèce de manière de s'agripper entre la contestation sociale, les gilets jaunes, le municipalisme, les élections. Et je suis très gourmande de voir ce que ça va produire. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Et ensuite, pour tout ce qui est mouvement climat, alors j'ai presque envie d'en parler au pluriel, tellement il y a une profusion d'émergence de plein de collectifs différents et du coup de modes d'action différents aussi. C'est des mouvements qui traversent une période là un peu compliquée parce que de fait de la multiplication des collectifs avec des cultures politiques différentes, certains qui ont une antériorité, une expérience, une maturité plus importante que d'autres qui arrivent avec une forme de spontanéité qui est à la fois très fraîche, vachement intéressante en termes justement d'intensité des actions, mais du coup qui manque parfois un peu de maturité politique. Bref, tout ça crée des tensions qui sont aussi liées parfois à des réalités quotidiennes différentes, hein. C'est-à-dire que voilà, concrètement, quand vous avez des organisations des quartiers populaires qui rencontrent des mouvements climat, des centres-villes, ça crée des frictions culturelles et c'est normal. Donc il y a des tensions, mais moi j'ai quand même le sentiment, en étant justement, en ayant plein de pieds dans plein de réseaux différents, qu'il y a aujourd'hui, quand même au-delà de ces tensions, qui sont un peu en surface et qui sont un peu de l'écume qui disparaîtra, je pense, plus profondément, une culture de résistance qui est en train de se mettre en place, qui est assez puissante, qui reste, soyons clairs, marginale dans la société. On n'est pas, pour moi, du tout à l'aube d'un mouvement de masse populaire sur ces questions-là. Mais on est probablement en train de voir se constituer un réseau pluriforme, un archipel d'îlots de résistance qui est en train de se construire une culture commune et possiblement des systèmes d'alliance et de complicité même ponctuels qui sont intéressantes et qui sont d'ailleurs qui commencent à inquiéter Macron et son gouvernement puisqu'on a, et c'est quand même là les choses qu'il va falloir suivre de très près dans les semaines qui viennent, un appel à la grève pour le 5 décembre qui s'annonce là aussi extrêmement divers, avec beaucoup de syndicats, mais de collectifs, de gilets jaunes, d'organisations très différentes qui appellent toutes à la grève, à un démarrage de grève le 5 décembre, dont on ne sait pas quand elle s'arrêtera. Et là, on commence à voir le gouvernement un peu en panique. Et là, ça commence à devenir vraiment sacrément intéressant. C'est l'émergence de ce que François Ruffin appelle le Front populaire écologique qui pourrait voir le jour ? C'est pas complètement impossible, effectivement. Moi, je dois dire que c'est pas une nouveauté, mais je suis très intéressée par effectivement tout ce que développe François Ruffin, et ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'on dialogue beaucoup et qu'on est assez en phase justement sur cette question des alliances rouges-vertes et de comment on fait pour faire cette convergence, comme il dit, je crois, entre les prolos, les écolos, les intellos, enfin bon. Je dois dire plus sceptique que lui sur la possibilité d'avoir un mouvement de masse. Mais en tout cas, s'il doit y avoir un point de départ, le 5 décembre en serait un qui aurait, je dois dire, de l'allure. Et si on reprend les termes d'Extinction-Rebellion, l'espoir se meurt, mais l'action peut commencer. Oui, tout à fait. Je pense vraiment que la lucidité et la gravité
n'obère en rien la question de l'action militante et de l'action collective, quoi. Donc moi, je plaide pour une espèce d'alliance de combativité, de gravité et de panache. Merci beaucoup, Corinne Morel-Darleux. Merci. Merci à vous. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.